retour sur la chaîne Basket Session pour votre dose quotidienne de basket et de NBA pour le 6e CQFR de la semaine. Le ce à quoi il fallait répondre, celui où on répond aux questions des auditeurs. Je me casse pas la tête, je sais pas si vous avez remarqué sur le samedi, je commence toujours de la même manière. Les mêmes phrases, c'est automatique, c'est bam bam, il y a une petite case là, appuie sur un bouton, boum, ça sort. Et T'avais du l'air coup, déprimé au début, Antoine. Genre, on a l'impression que c'était encore ce CQFR, même le samedi. ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête. Shit, here we go again. Et donc, comme vous pouvez le voir et l'entendre, je suis rejoint par Théo et par Shai. Et alors, c'est Shai qui pose des questions aujourd'hui, je crois. Absolument. Shai, il Absolument. pose et il y répond. Shai, il fait tout. Et en même temps, il a préparé des pizzas, là, vous le voyez pas. Ah, vas-y, il a pas besoin de nous, Antoine. Viens, on y va. On laisse Shai tout seul se poser les questions et y Je vais répondre. poser et répondre moi-même. Ouais, c'est très C'est bien. ce qu'il fait dans les Let's Sessions. Hein. Je le soupçonne des fois, les Let's Sessions solo, d'envoyer des messages discrètement et d'y répondre. J'ai 4 téléphones et j'envoie 8 comptes Twitch et j'envoie tout en même temps. Et en fait, on n'a pas de later, ça n'existe pas. Allez, Shai, Alors là, il y a vraiment des questions. On a encore beaucoup de chance d'avoir autant de questions et de messages sympas et d'encouragement dans les mails qu'on reçoit quotidiennement jusqu'à ce rendez-vous du samedi. Il y a des questions sur les finales NBA, évidemment, vous en doutez. Il y en a quelques-unes et je pense qu'on va commencer par ça. Mais il y a aussi pas mal de questions hors finale NBA sur l'actu ou pas. Et ça montre aussi qu'il n'y a pas que les finales dans la vie. On verra ça après. On commence par les finales NBA, les gars. Ouais, c'est parti. Une question, c'est parti. Une question de Tom. Tom qui nous dit « Salut l'équipe, déjà la base, merci pour tout, vous suivre quotidiennement est un pur régal. Vous plus TT et First Team, c'est complémentaire pour le plus grand plaisir des fans. Alors voilà, je suis fan de Boston dans tous les sports depuis tout petit. Grandir avec Tom Brady et Paul Pierce, ça marque. Avec le retour en finale, je vois une hate énorme, bien plus grande qu'avec les Lakers dans la bulle, voire qu'avec les Warriors de Steph et KD. Pourtant, nos 2 meilleurs joueurs sont draftés maison, l'équipe est belle à voir jouer. Comment peut-on expliquer cette haine envers les Seas ?» Alors, est-ce que vous pouvez donner des éléments de réponse dessus et déjà, est-ce que vous, les gars, est-ce que vous détestez les Celtics ? Alors moi, je déteste pas les Celtics. Alors, je suis pas fan de Boston, donc peut-être j'ai pas la même sensibilité que Tom, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait tant... En fait, je dirais pas que c'est de la haine, en fait, je dirais pas que c'est de la hate. J'ai plutôt l'impression que il y avait une espèce de scepticisme en fait autour de cette équipe, comme si elle avait tout approuvé. Et effectivement, même son parcours en playoff, on l'a dit à plusieurs reprises, il est tout le temps repris, on met des guillemets, on cherche la petite bête. Mais j'ai pas l'impression que ce soit de la hate pour autant. C'est plus je sais pas. Alors, c'est une belle équipe, mais pour autant, enfin, c'est dur à expliquer. En fait, c'est une belle équipe, c'est des beaux joueurs, c'est même une très belle et très forte équipe. Mais il y a parfois où effectivement, je pense que sa manière de jouer, notamment quand c'est les pluies de tirs à 3 points, on en parlait un petit peu en off entre nous, on peut avoir l'impression que ça manque un peu je sais pas, de peps ou un petit peu d'excitation. Voilà, dans le match 1, là, il y a eu des dunks monstrueux de Jalen Brown, des contres, il y a eu plein de choses. Mais c'est vrai que la première mi-temps, par exemple, au moment où il domine, je vais pas dire qu'on s'ennuie parce que c'est à ce niveau-là, c'est du très haut niveau, quoi. Mais il y a une espèce de... Ça ronronne en fait parfois un petit peu, donc voilà, c'est mon sentiment, mais je pense pas qu'il y ait de, en tout cas pour moi il y a pas de, moi j'ai aucune haine envers Boston en tout cas. Ouais. En fait, j'ai juste ajouté que je pense dans sa question, je me demande s'il n'y a pas parce qu'il y a 2 façons de voir le truc, c'est-à-dire qu'il y a la façon dont Boston est perçu en dehors des États-Unis et la façon dont Boston et les Celtics sont perçus là-bas, où clairement c'est une des équipes les plus détestées, historiquement, et je pense qu'il y a plusieurs facteurs à ça. Et je ne sais pas si c'est à ça que Tom fait référence. Hein. Est-ce qu'il a l'impression qu'ils sont détestés en France par les gens, ou est-ce que c'est globalement ? Mais c'est une équipe qui a beaucoup, beaucoup gagné, et tous les gens non fans de Boston qui ont la trentaine, ils ont grandi avec l'idée que Boston, c'était une ville qui gagnait une tonne de titres et pas qu'au basket. Et il y a à la fois la perception d'une ville de sport qui a un passé un peu raciste. Il y a aussi le fait que ça, pour le coup, je l'ai vu en live, mais des fans qui sont très... dans la célébration, c'est pas les plus modestes, quoi. Ils sont un peu coquilles, ils sont très démonstratifs dans la victoire, on va dire. Et je pense qu'en tout cas, aux États-Unis, c'est ce qui fait que les Celtics, les gens de Boston, sont pas ceux qui ont la plus grosse cote de popularité. Et du coup, peut-être que ça se retranscrit aussi
sur l'équipe en elle-même. Sinon, après, pour l'équipe actuelle, je pense que ce que tu as dit, Théo, c'est assez juste. Hein. C'est peut-être c'est pas une équipe avec un joueur qui déclenche, qui déchaîne les foules, générationnel, tout ce qu'on veut, a priori, en tout cas, hein, pour l'instant. Donc, ça peut peut-être s'expliquer par ça, mais moi, je vois plus le côté clivant de la ville de Boston en général, de la ville et des fans de sport en général, hein, parce qu'il parlait de Tom Brady aux États-Unis, c'est des équipes, des franchises très clivantes à Boston. Ouais, moi, les États-Unis, je suis d'accord avec toi. Je me souviens à l'époque où j'allais encore pas mal sur Twitter. Je me souviens que les Américains détestaient les Celtics, mais c'était justement pour tout le côté racial, en fait. Pour le côté, les fans des Celtics, c'est des puritains. On sait que les joueurs eux-mêmes ont dit que dans la salle des Celtics, les joueurs eux-mêmes ont accusé les fans des Celtics d'être racistes. Et il y a une partie du public à Boston qui est pourri. Jaylen Brown, je crois que c'est exactement les mots qu'avait utilisé Jaylen Brown. Pour ce qui est de la France ou du public plus large, comme Théo, j'ai pas l'impression que les Celtics soient détestés. Je comprends pourquoi Tom il emploie le mot hate parce que c'est un terme qu'on utilise un peu facilement, mais je suis pas sûr qu'il y ait vraiment de la haine. Comme Théo, je dirais que s'il y a plus de c'est une équipe ennuyeuse, clairement, sur certains aspects. Pourtant, elle joue très bien, mais son style de jeu, tu l'as dit, du coup, je répète ce que tu as dit, mais la pluie de tirs à 3 points, ça fait pas fantasmer tout le monde. Jason Tatum, c'est pas la superstar. Tu vois, tu changes Jason Tatum, Anthony Edwards, je suis sûr que d'un coup, tout le monde trouve cette équipe plus excitante. Tu vois, c'est une question de personnalité, de personnage, en fait. Les Celtics, des fois, on a l'impression qu'il manque un peu une âme. Mais pareil, personnellement, je déteste pas les Celtics. Je pense que c'est la meilleure équipe de la ligue. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être pas un truc qui fait vibrer. Après, moi, j'ai remarqué un truc, c'est que chaque année, les champions, au bout du compte, quand l'équipe est championne, souvent, je me fais la remarque en mode c'est un beau champion, tu vois. Tu vois les interviews après le match décisif, quand les mecs ils sont émus, etc. Et tu te dis, ça fait des beaux champions. Si les Celtics finissent champions, on verra si j'ai aussi cette impression. Mais c'est vrai que là, tout de suite, je me dis, c'est une équipe forte, quoi, avec des joueurs forts, des joueurs que j'aime bien individuellement, mais collectivement, dans le groupe, il n'y a pas une espèce d'âme ou un truc qui me passionne. Et je comprends que ça puisse agacer certains. Puis il y a aussi le sentiment de domination facile, tu vois. C'était déjà le cas en saison régulière. Ils avaient 64 victoires. Tu as l'impression qu'ils se baladaient. En playoff, ils jouent des équipes avec des blessés. Ce n'est pas de leur faute. Ils dominent, etc. Voilà, ça peut lasser. Il y a peut-être un sentiment de lassitude, peut-être plutôt que de haine. Mais ce qui est marrant pour rebondir sur ce que disait Tom, c'est que limite cette équipe, moi j'avais vraiment adoré sur les toutes premières saisons, avec même la saison rookie de Jason Tatum et celle qui avait suivi, parce qu'il y avait le côté surprise, fraîcheur là. En fait, c'est dur parce qu'en fait, c'est l'équipe, ils sont jeunes, mais on a l'impression qu'on les voit jouer depuis 20 piges. Et donc, je pense que tu as utilisé le terme lassitude, Antoine, je pense qu'il y a un petit peu de ça. Après, je pense pas que ce soit le niveau de les Patriots. Pour le coup, il y avait vraiment aussi la haine du vainqueur. Ce que tu dis, on est habitué à ce que ce soit une équipe qui gagne. Ils n'ont pas gagné pendant très longtemps. Là, ils n'ont pas regagné depuis 2008. C'est l'équipe qui fait partie du folklore, qui a beaucoup gagné sur des périodes, mais c'est une équipe qui, sur ces 20-30 dernières années, n'a pas été habituée tant que ça à gagner des titres au bout du compte. Ah non, c'est vrai. Et du coup, je me permets de revenir sur la question du racisme du public, parce que c'est une question de MeToo qui est un peu liée à ça, qui me disait: j'écoute en ce mardi le CQFR à propos de Kyrie et l'attitude qu'il a pu avoir avec Boston. Dans ce CQFR, une phrase m'a marqué: une partie du public de Boston peut être raciste. Ce n'est pas la première fois que j'entends ce commentaire sur le public de Boston. Confirmez-vous aussi cette réputation? En avez-vous été témoin ou des gens proches de vous? Et avez-vous connaissance d'autres publics NBA dont la réputation serait aussi mauvaise pour le même genre de choses? Alors, je vais ressurfer sur moi. Alors, pour le coup, j'en avais discuté avec, du coup, quand j'habitais à New York, j'avais mon coloc qui était. Alors, il n'est pas de Boston, il est du Connecticut, mais les gens du Connecticut sont fans de Boston, hein, ils sont fans de New England, ils sont fans des Bruins aussi. Et il m'avait confirmé qu'il y avait des gens, qu'il y avait des gens qui facilement pouvaient virer racistes, ou s'attarder sur la couleur de peau des athlètes qu'ils n'aimaient pas. Paradoxalement, quand il joue pour Boston, ça va. Quand il joue chez des autres, bizarrement, ça revient. Donc, il a pas nié qu'il y avait ça. Moi, je ne l'ai pas vu personnellement chez des fans des Celtics, à proprement parler. Mais je dis, à partir du moment où des joueurs eux-mêmes disent qu'ils ont entendu des trucs, c'est qu'il y a quelque chose, ouais. Ouais, après, sur le
il demandait s'il y avait une autre fanbase dont on dit ça. Je pense que l'autre, c'est Utah. Utah, ouais. Voilà, Ouais. c'est les deux franchises desquelles les joueurs souvent se plaignent. Pour Boston, bah, c'est lié aussi à l'histoire de la ville. C'était un petit peu, alors, c'est pas pour faire un coup de promo, mais dans le MOOC 12 spécial Boston qu'on avait fait, un des grands acteurs du MOOC en lui-même, c'était la ville de Boston, son histoire, la complexité de cette ville qui est à la fois bah, finalement une ville historique des États-Unis. La ville existe avant est même plus vieille. Enfin, la ville de Boston en tant que telle est plus vieille même que les États-Unis en tant que pays, par exemple. Il s'est passé tout un tas de faits historiques importants. C'est à la fois le siège des démocrates et en même temps, c'est une ville de la côte Est, peut-être, qui a la réputation d'être restée la plus raciste. Avec la Tea Party et tout, même historiquement, la Tea Party, c'est à Boston. Donc, Exactement. Il y a tout ça. Il y a tout la relation hyper complexe entre Bill Russell et cette ville, en fait. Bill Russell qui, pendant des années, voulait pas remettre les pieds. Même quand on a retiré son maillot la première fois, il a exigé que ça soit dans une salle vide parce que il avait été choqué du racisme auquel il avait dû faire face toute sa carrière à Boston. Finalement, bon, sur la fin de sa vie, il a accepté de revenir. Ils ont refait une cérémonie et ça, c'était un petit peu... les choses s'étaient un petit peu assagies. Mais ouais, il y a toujours cette question autour de Boston qui continue d'être au premier plan. Voilà, bon, on va pas refaire tout le MOOC 12. Là, vraiment, si c'est la question qui vous intéresse, je vous invite parce que là, on avait pas mal d'intervenants de Boston même qui parlaient de tout ça. Mais on peut pas le nier. Même Marcus Smart, il y a plus récemment, là, qui racontait. C'est toi, Antoine, peut-être, qui l'avait raconté à nouveau cet épisode, je sais plus, dans un podcast où. Non, c'était Pierre Armand, pardon. C'était dans le culture où, en sortant de la salle en voiture, il voit une femme avec son enfant qui marche sur la chaussée. Il s'arrête pour leur dire attention, il faut monter sur le trottoir. Et il se prend des insultes racistes en retour. Et en fait, la meuf repart à porter un maillot des Celtics, quoi. Donc c'est toujours ces histoires folles, même aujourd'hui, où tu te dis c'est dingue pour une grande ville de ce type, mais je pense que c'est malgré tout indéniable. Pour le public qui est dans la salle, je sais pas, moi j'ai jamais eu l'occasion d'aller au TD Garden, donc moi j'ai pas d'exemple en particulier personnel, mais ça semble être indubitable vu toutes les histoires qui sont sorties et qui sortent encore. ouais, ça vient pas de nulle part, de toute façon. Il y avait une deuxième question de Tom, je reviens sur Tom parce qu'elle est intéressante. Il nous dit Tatum et Brown sont-ils déjà l'un ou l'autre top 10 all-time à Boston? S'ils ne le sont pas, est-ce que gagner le titre les ferait rentrer dedans? Et quel accomplissement supplémentaire pour qu'ils aient une place au Panthéon de Boston? Faut réfléchir pour top 10. Tatum, Non, peut-être, il a une. je vais te dire tout de suite. Mais la réponse À est non. Boston, si t'as pas de titre, t'es Ouais. dans aucun top. C'est mort. Ouais. Au Celtics, t'es dans aucun top si t'as pas de titre. Voilà, pardon, c'était. Non, juste vas-y, pour- vas-y. Non, je te laisse la parole, Antoine, mais c'est. Imagine même pas qu'on va retirer ton maillot ou que tu vas être dans un top de la franchise si t'as pas gagné de titre. J'allais anticiper, j'allais dire Tatum, c'est peut-être celui qui peut finir dans. Il a vu qu'il aura notamment pour lui des records de scoring. Il n'y a pas eu de très très gros scoreurs dans l'histoire des Celtics, c'est ça le paradoxe pour une franchise aussi titrée. Ça montre aussi peut-être la puissance qu'ont pu avoir les équipes des Celtics dans le temps. Et Tatum, il va terminer en tête de plein de classements en fait. Il sera peut-être le meilleur marqueur de l'histoire des Celtics, le meilleur marqueur au nombre de points total, en moyenne, peut-être celui qui a marqué qui aura le plus de matchs à 50 points, peut-être celui qui aura le record de points sur un match, il l'a peut-être déjà, je ne me souviens pas, il doit peut-être même déjà l'avoir, il sera celui qui a le plus de saisons peut-être à 30 points par match ou pas loin, enfin bref, il aura pas mal de records au scoring, le plus grand nombre de 3 points, et avec un titre, un trophée de MVP des finales, peut-être un autre titre, peut-être un jour un trophée de MVP, je serais tenté de dire que Tatum aura a priori ce qu'il faut pour figurer dans un top 10 all-time Mais des Celtics. si par exemple Paul Pierce n'avait pas gagné le titre, vu sa longévité, il aurait peut-être eu quand même le maillot retiré et tout ça. Sa carrière n'aurait pas eu la même saveur, par contre. Ouais, je suis pas sûr. Hein. Sans titre, je suis pas sûr. Je sais, ça serait intéressant, mais je suis pas sûr qu'il y ait un seul maillot retiré d'un joueur des Celtics qui n'ait pas gagné de titre. Bah, à part pour des raisons, pour des hommages, parce que Reggie Lewis. Là, c'est des raisons. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Sinon, là, je regardais vite fait, mais sinon, c'est des McHale, Cedric Maxwell qui est MVP des finales, Casey Jones, Sam Jones. Après, des gens plus anciens, c'est que des mecs qui ont gagné, voire beaucoup gagné, parce qu'ils étaient dans certaines des équipes historiques qui avaient enchaîné les titres, même après Bill Russell, hein, d'ailleurs, les Havlicek et tout. Mais ouais. Et alors, pour Tatum, est-ce qu'il n'est pas sur une trajectoire à la Paul Pierce où un titre
un titre et une forte longévité, ça peut être un truc comme ça, hein. Ça peut être un Paul Pierce un peu, Tatum. C'est Ouais, pour je Brown pense que que la question Tatum, se il pose un finira peu. dans le top 10, Tatum. Ouais. C'est pour Jaylen Brown que la question se pose un peu parce qu'on sait jamais vraiment comment le situer dans cette équipe. Mais s'il gagne un titre, peut-être qu'il sera aussi. Il aura cette reconnaissance-là. Je sais pas. Mais oui, je le vois pas dans le top 10 des joueurs all-time pour l'instant. À moins que là, les Celtics, ils entament une semi-dynastie. Qui sait, s'ils se mettent à gagner 2-3 titres dans les 4-5 ans, ce qui est possible avec des joueurs de cet âge, là, ça changerait tout. Donc là, pour la question sur les accomplissements, bah, je pense qu'avec même une semi-dynastie, hein, une répétition de présence en finale, 2 ou 3 titres, la question elle pourra peut-être se poser, mais il faut penser aux gens qui sont dedans. Enfin, les Havlicek, Bill Russell, et même, j'ai dit ça, c'est les noms les plus évidents, mais il y a même des mecs qui ont gagné 4-5 titres et dont on parle à peine. Donc, Bah ouais, non, ouais. c'est clair. Mais t'as raison, mais après, gagner 2-3 titres, encore plus, enfin, aujourd'hui, en plus, c'est tellement dur qu'effectivement, là, ça leur permettrait, ça leur ouvrirait les portes, je pense, clairement. En tout cas, pour Tatum, c'est sûr et certain. Ouais. Et Jaylen Brown, pourquoi pas? Honnêtement, bon, c'est toujours la question autour de Jaylen Brown, c'est sous-côté, ce sera peut-être toute sa vie, mais par contre, c'est un public aussi qui a aimé célébrer des joueurs de l'ombre. Tu vois, dans les maillots retirés, justement, il y a des mecs qui ont gagné des titres, mais qui n'étaient pas forcément des joueurs flamboyants ou qui n'étaient pas forcément des gros scores. Donc je pense que si cette équipe gagne, Jaylen Brown notamment aura la reconnaissance, en tout cas à Boston, j'y mets ma main à couper, quoi. Ouais. Il y a une question sur Dallas. Après, forcément, l'autre équipe qualifiée pour ces finales NBA. Question de Martin. En regardant les matchs de Luka Doncic durant ses playoffs, une idée sûrement bête m'est venue. En effet, je me suis demandé si pour Boston, c'était une bonne idée de tenter de freiner Doncic en envoyant des joueurs de banc peu utilisés afin qu'il fasse de grosses fautes sur lui. Comme Doncic a tendance à vite s'énerver, même s'il a progressé sur ce point, cela pourrait le faire sortir de son match. Le revers de la médaille de ce hack Doncic serait que cela le surmotive et qu'il devienne on fire. Pensez-vous que cette stratégie soit viable sur au moins un match? Encore merci pour tout votre travail et d'avoir eu la bonne idée de ressortir le MOOC sur la défense. C'est la tactique, il nous propose la tactique Francis Liasser, qui parlera peut-être à Antoine, un mec qui joue 3 minutes juste pour découper la star adverse. Voilà. Ouais, c'est rude parce que bon, déjà, c'est pas très sport, on va pas se mentir, tu n'es pas là à viser. Je sais qu'il y a des. J'ai pas l'impression que ce soit dans l'ADN des Celtics. Oui, il y a des fois ça arrive, même à un niveau amateur. Hein, tu sais, tu as des mecs qui rentrent, tu sens qu'ils sont là pour mettre juste des coups. Mais là, en plus, un joueur de banc, si on reprend juste purement l'exemple de joueur de banc, ça voudrait dire que les Celtics font rentrer un mec. Là, comme c'est parti, à part dans le garbage time, Boston, ils vont pas utiliser plus que 8 joueurs dans ces finales. Ils vont pas, il y a leur top 8 va jouer, les autres, ça sera que quand c'est plié. Sinon, ils vont pas jouer une minute. Donc, tu prends le risque de faire jouer un mec que tu n'aurais pas fait rentrer, qui va être susceptible d'être exploité par la défense pour détruire ta superstar adverse, donc un truc quand même bien moche, sachant que comme ça a été dit dans la question, tu prends le risque que lui se dise « Ah, mais attendez, vous voulez jouer à ça? Mais je vais vous massacrer. » Et tu sais que Doncic, c'est le genre de mec qui se nourrit un peu d'adversité. D'ailleurs, on sent il y a une espèce de respect avec Boston au final. Tu vois, sur ce premier match, j'ai pas eu l'impression que Doncic il était fort, tu vois, mais j'ai pas eu l'impression qu'il s'est dit genre là tu lui mets les Suns de Devin Booker, je sais pas, je pense qu'il joue le match différemment. Donc moi je lui donnerais pas de motivation supplémentaire, puis j'aime pas l'idée de façon de faire un truc sale comme ça. Je suis pas sûr que ce soit une bonne. Que ça soit Là, après, il disait des fautes, ça pouvait, parce qu'il disait du hack Doncic, ça pouvait juste être faire des fautes, théoriquement l'envoyer sur la ligne, parce que c'est pas le meilleur tireur de lancer. Je pense qu'il y avait cette idée-là aussi, sans forcément que ça aille jusqu'à la blessure de l'adversaire, mais peut-être sacrifier des mecs qui ont de toute façon pas de minutes, je sais pas, les Brissett et compagnie, Tillman, enfin, des mecs comme ça, peut-être pour. J'imagine que c'est comme ça qu'il envisageait le truc. Hein. En fait, à ce niveau, j'ai l'impression que tu peux, même si c'est sur une mission comme ça, tu peux pas te permettre de faire jouer un mec qui a pas le niveau, en fait, parce que ça a trop de pénalisé en attaque, en défense, et je vois pas, effectivement, vu dans la NBA actuelle, où tu sais que si tu fais une faute vraiment trop appuyée, de toute façon, bah, tu vas te prendre une sanction, tu vas le payer très cher. Je pense que c'est pas jouable, honnêtement. Même Dallas, finalement, en deuxième mi-temps du match 1, on en reparle parce on sort, nous, on enregistrait ça vendredi, juste après le match 1, mais troisième quart-temps, là, quand ils envoient Derek Lively pour chauffer Porzingis, ils sont obligés d'envoyer un joueur qui peut vraiment leur servir, même s'il prend beaucoup de fautes au bout du compte. Ils peuvent pas se permettre juste d'envoyer
un mec qui est pas sur le terrain normal. Tu vois, ils ont pas envoyé Dwight Powell pour mettre des taquets à Porzingis. En fait, ils ont été obligés de mettre l'un de leurs meilleurs joueurs malgré tout parce qu'ils ont besoin d'avoir de son apport sur le reste du jeu, quoi. Je pense pas que ça soit jouable pour Boston non plus. Ouais. Bon, on verra si cette tactique est employée à un moment. Mais je pense quand même que Doncic, c'est pas vraiment le meilleur mec avec lequel faire ça. Réussir à le frustrer, à le sortir un peu pour qu'il reprenne des techniques ou qu'il se frustre tout court. Ça peut être une approche, mais il me semble assez en contrôle de ce côté-là. Donc, j'ai pas l'impression que. Puis, est-ce qu'il y aura besoin de faire ça? On sent du match 1 où Oui, c'est clair. ils ont pas eu besoin de recourir à ces trucs-là. Donc, on verra bien. On passe à des questions qui ne concernent plus les finales NBA. Donc, qui parle d'autres équipes en règle générale. On commence avec une question de Philippe. Philippe nous met un screen du staff des Brooklyn Nets. Donc, en nous demandant ce qu'on pense de ce renouvellement à Brooklyn et comment on voit la saison prochaine pour Brooklyn. Du coup, je vais vous citer quelques-uns des noms en question. Pas tous, parce qu'il y en a qui ne vous parleront pas. Mais donc Jordi Fernandez, le nouveau head coach. Juwan Howard, qui est arrivé en provenance de Michigan. Jay Hernandez et Adam Caporn, qui sont deux des assistants qui avaient une grosse cote à un moment en NBA au niveau du développement des joueurs, qui ont été évoqués pour être possiblement head coach, qui ont eu des entretiens. Qu'est-ce que vous inspire ce renouveau qui passe pas encore par le terrain, parce que l'effectif n'a pas beaucoup bougé, mais par le staff, notamment du côté des Nets? Est-ce que les Nets vont redevenir un peu sexy? Ben moi, on en avait parlé un peu après la nomination de Jordi Fernandez. Moi, je trouve ça super en fait. Moi, je suis hyper enthousiaste. J'ai été bluffé par ce qu'il a pu faire avec l'équipe du Canada, par exemple, en peu de temps. Alors, forcément, avec un roster peut-être pas plus fort, mais du moins plus cohérent pour la compétition que celui des Nets pour la saison NBA prochaine. Mais je pense que c'est vraiment la bonne méthode. C'est une méthode qui avait fonctionné en fait quand les Nets avaient commencé leur renouveau. Ils étaient repartis en prenant un coach qui était à même de créer un état d'esprit et de développer des joueurs. C'était Kenny Atkinson à l'époque, avec des joueurs qui n'étaient pas de superstars. Et finalement, ils avaient fait les playoffs même avec cette équipe-là. Je me trompe pas. Ils ont bien fait avec D'Angelo Russell, ils font les playoffs, ouais. C'est ça, donc avec une équipe qui n'est pas folle sur le terrain, mais avec un vrai projet basket. Moi, je suis intrigué par cette équipe des Nets. Je suis intrigué aussi d'un point de vue stratégique, voir ce qu'ils vont faire avant la draft, ce qu'ils vont faire cet été. Mais moi, je pense vraiment qu'ils ont pris le problème du bon côté. Je suis un peu étonné que Juwan Howard, ça soit si mal passé finalement avec Michigan. Voilà, et ça avait été un assistant longtemps au 8. Je pense que c'est un bon assistant coach. Mais en tout cas, moi, j'ai hâte de voir un peu la manière dont cette nouvelle équipe va jouer la saison prochaine. Et je suis assez enthousiaste, j'ai envie de les voir sur le terrain. Ouais, moi, je pense aussi qu'il y a des bons choix, qu'il y a un bon coach, qu'il y a eu des bons choix dans la construction du staff. Après, bon, voilà. En plus, c'est une équipe qui a quand même quelques bons joueurs. Faudra voir s'il y a assez de bons joueurs pour vraiment viser quelque chose. Et ça dépendra aussi de ce qui se passe pendant l'intersaison. Mais je pense que Brooklyn a fait un bon pas en avant en prenant Jordi Fernandez, quelle que soit la direction qu'ils prennent ensuite, que ce soit une reconstruction ou une semi-reconstruction, parce que je ne pense pas qu'ils ne peuvent pas tanker, comme dit plusieurs fois, ou que ce soit en faisant venir d'autres joueurs. Je pense qu'ils peuvent. Là, ils sont pour moi sur une bonne voie. Voilà, je vais résumer ça comme ça, pardon. Ouais, alors ce qui est intéressant de rappeler, je pense que du coup, tout le monde ne connaît peut-être pas Jordi Fernandez, à l'exception de son passage son aventure avec le Canada qui a été très bien. Il a un parcours assez un peu globe-trotter, quoi. C'est un Espagnol qui a 41 ans, je crois. Et il a coaché en Espagne dans les structures de jeunes, mais il a aussi coaché en Norvège, aux Pays-Bas. Et ça fait peut-être une quinzaine d'années qu'il est aux États-Unis maintenant. Il a été aux Cavs, il a fait de la J-League, il était avec les Nuggets jusqu'en 2022, je crois. Et après, il était associé head coach à Sacramento. Donc, c'est pas. Il peut avoir l'étiquette d'un coach étranger qui vient apporter quelque chose d'étranger, forcément. Mais c'est aussi quelqu'un qui est très, très imprégné de la culture américaine, en plus de tout le bagage qu'il a acquis. Ça peut faire penser à d'autres coachs. Je crois que c'était Dwayne Casey qui avait coaché à l'étranger. Quinn Snyder, il est passé un peu aussi à l'étranger. Oui, les deux, ouais. Voilà. Donc c'est des coachs qui, dans leur registre, ont plutôt fait de bonnes carrières en NBA aussi. Donc, je partage votre avis. C'est un coach qui me semble intéressant. Et moi, j'aime bien quand il y a un peu de clarté quand c'est cohérent le profil du coach. Donc là, on est d'accord, profil donc mec qui va débuter comme head coach et qui a un profil de développement dans le développement des joueurs, et une équipe qui est en reconstruction ou en transition.
ce qu'on n'a pas eu par exemple à Détroit où on avait un coach qui avait brillé en coachant des joueurs connus, des stars, qui visaient le titre et qui passe à un projet en reconstruction tout de suite sans se mouiller la nuque. Là, j'aime bien le côté clarté c'est acté que Sean Marks veut repartir pas de zéro, mais pas loin probablement. On va voir avec les moves qu'il y aura cet été. Ouais, ce qui est intéressant aussi, c'est je trouve que comment dire, cette équipe des Nets, elle n'a pas d'identité forte pour l'instant, mais par contre, elle a beaucoup de joueurs polyvalents. C'est-à-dire qu'un coach peut vraiment arriver et comment dire, mettre en place ses idées, sa vision de jeu. Je pense, tu vois, c'est pas comme si tu arrives dans une équipe où bah, tu as un big man qui est dominateur ou, je sais pas, un profil de joueur vraiment qui va d'entrée orienter ton style de jeu parce que c'est les forces de l'équipe. Là, je pense que pour Jordi Fernandez, il y a aussi beaucoup de marge de manœuvre quelque part vu l'effectif. Et puis, enfin, c'est fou ce qu'on continue de le dire, mais il reste toujours dans cette équipe un grand point d'interrogation, c'est Ben Simmons. On ne sait toujours pas si, ne serait-ce est-ce que c'est encore un joueur de basket. On a la période où ils ont ressorti les photos où il va s'entraîner là. Bon, c'est toujours un peu. On va nous montrer tout son été très studieux et puis on va le voir en train de shooter à 3 points et puis il va repasser dans un podcast pour dire non mais je suis incompris. Moi c'est bon, j'ai lâché l'affaire. Hein. J'aurais bien voulu qu'il joue les JO, mais il n'a pas été Mais retenu. oui. Ça aurait été parfait pour lui, Ouais. je pense. Mais À c'est côté arrivé au l'Australie, stade où même l'Australie s'est dit non, mais on a mieux à ils aller sont pas le chercher. temps quoi. Ils sont pas le Non, temps. Il a En fait, jamais on a joué trop de truc, joueurs. quoi. ils visent une médaille, ils peuvent pas se permettre ça. Mais Le- j'espère qu'il va revenir, mais c'est déprimant. L'Australie qui aurait pu avoir Kyrie et Ben Simmons quand même, C'est vrai. en plus. Bref. C'est vrai. On enchaîne, question de Youssef. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de grosses moulas, de sous, de blé, de thunes, voire de sesterces pour Théo. Il précise de sesterces pour Mais je suis pas si vieux que ça, c'est quoi ce manque de respect là? Alors, je pense que c'est ton appétence pour la culture gauloise et tout ça. Je pense que c'est surtout ça qu'il voulait mettre en avant. Et donc, il voulait parler de tout ça. Ouais, Théofix. Concernant J'ai entendu. Minnesota. Vous avez déjà mentionné le fait que les Timberwolves vont être dans le rouge l'année prochaine et qu'apporter des renforts va être compliqué, notamment du fait qu'ils ont décidé de se retrouver avec 2 énormes contrats chez les big men. Ma question se tourne vers ce point. N'est-ce pas une énorme erreur de nos jours de payer au max 2 pivots quand on sait que dans la NBA actuelle, ce sont les postes arrière qui créent et plus généralement influent sur une rencontre? PS, vous êtes géniaux, je prépare mon concours d'internat de médecine et vous m'accompagnez tous les matins avec vos podcasts. Merci pour votre contenu qui m'a permis d'énormément améliorer ma connaissance du basket. Donc déjà, Youssef, bonne chance pour le concours. Je suis sûr que ça va bien se passer. Force. Et on est content de t'accompagner. Je vous répète la question. Donc, c'est sur le fait de payer au max 2 pivots dans l'NBA actuelle, alors que ce sont les arrières qui font la différence aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est que les arrières qui font la différence. Peut-être que les meilleurs joueurs, pour la plupart, sont des extérieurs, mais je sais pas, on sort du game 1, Porzingis, il a fait une différence, tu vois. Il y a toujours plein d'intérieurs qui font la différence. Après, c'est vrai que voilà, tu prends la plupart des stars de cette ligue, c'est des mecs qui ont la balle, et du coup, par définition, c'est souvent des arrières. Il y a quelques exceptions. Mais déjà, le contrat de Gobert, c'est pas les Timberwolves qui lui donnent. Donc, pour le coup, eux, ils ont donné un contrat max à un intérieur, c'est 4. Après ça, ils ont fait un move pour le contrat de Gobert, donc ça revient au même. C'est le pari qu'ils ont fait. On a souvent été critiques de ce pari, nous aussi. Hein, on ne sait pas trop ce que ça pouvait donner. Moi, j'étais jusqu'à il y a encore 3 semaines très sceptique. Même encore là, je me dis, bah, on verra. Est-ce qu'ils peuvent vraiment gagner avec? J'ai l'impression que si Anthony Edwards y passe un cap, encore, et il a l'air de l'avoir dans les jambes, bah, cette équipe, elle peut gagner. Ils sont quand même allés jusqu'en finale de conf. Donc, quand tu vas jusqu'en finale de conférence, et je trouve que c'est pas de la même manière que les Pacers, par exemple, sans rien enlever aux Pacers, ou que mes chers Blazers en 2019, tu vois. J'ai pas l'impression que c'est... Alors, peut-être qu'ils y retourneront jamais en finale de conférence. Tu sais jamais comment ça va se passer. Il y a des équipes qui vont progresser, mais j'ai l'impression qu'il y a la matière pour être solide à l'Ouest, et que Minnesota peut être solide, et que ça dépendra surtout du coup de l'évolution d'Anthony Edwards. Voilà, même sur cette série contre Dallas, ils perdent 4-1, mais il y a plein de matchs serrés, quoi. Ils sont pas si loin de faire les finales NBA, les Timberwolves. Donc bon, voilà, ils ont un pari, ils ont effectivement fait un pari. Eux, ils ont décidé de jouer grand. Ils ont décidé de jouer avec 2 intérieurs All-Star, 2 joueurs qui peuvent se compléter, mais qui ont aussi leurs lacunes. Et on l'a vu contre Dallas, que ça peut poser des problèmes de jouer avec 2 grands. Ça a bien marché contre Denver, ça a moins marché contre Dallas. Il y aura des match-ups avantageux, des match-ups plus désavantageux par définition. On verra ce que ça donne, mais je pense qu'ils peuvent encore...
Oui, ils ont une équipe très chère. Ils vont pas pouvoir l'améliorer plus que ça, leur équipe. C'est leur équipe. Et maintenant, la progression, elle va se faire en interne. Ou alors sur des petits détails, des petits ajustements. Puis je pense que de toute façon, leur grand espoir, c'est de se dire, Anthony Edwards, il a 22 ans. Là, il est allé jusque-là pour sa deuxième campagne de playoff. Il va revenir plus fort. Et Minnesota va miser de toute façon sur ça. Et si vraiment ça passe pas dans les 2 prochaines années, bah ouais, là, ils feront peut-être le choix de dégager un des deux grands. Je pense que, en tout cas pour la saison prochaine, le beau parcours des Wolves a validé le projet, au moins pour la saison prochaine. Moi, je serais hyper étonné que finalement Minnesota bouge beaucoup cet été. Parce qu'effectivement, de toute façon, tu fais pas une finale de conférence avec une équipe qui t'a coûté des clopinettes. C'est forcément, tu as une grosse équipe si tu vas jusque-là. Je partage tout ce que tu as dit sur Anthony Edwards et sur le fait que ça puisse être lui le difference maker pour la suite, Antoine. Mais voilà, je pense que voilà, cette équipe, elle a vraiment montré des choses tout au long de la saison. En play-off, on a parlé de la série contre Dallas, mais aller chercher ce match 7 contre Denver et revenir après avoir été mené comme ça, c'est vraiment qu'il y a quelque chose dans cette équipe. On a vu, encore une fois, tu disais, il a 22 ans, mais oui, il a 22 ans, Anthony Edwards, donc il a calé un peu sur la fin, mais il n'a jamais joué autant de matchs de play-off de sa vie avec autant d'importance, autant de médiatisation, donc je pense que vraiment, pour la saison prochaine, moi je serais très étonné que Minnesota bouge. Après, on verra ce qui se passera l'année prochaine. C'est limite l'année prochaine, je pense, qui sera la plus déterminante pour l'avenir, en tout cas des deux big men. Par contre, ce qui est sûr, c'est que voilà, il y a une ossature d'équipe qui fonctionne. Anthony Edwards est une superstar en devenir. Donc tout l'avenir de la franchise repose sur ses épaules. Il a l'air d'être pour l'instant, en tout cas, ravi d'être là. Il y a jamais, enfin, c'est quand même. Son attitude, elle est hyper rafraîchissante. On dirait Ja Morant avant qu'il parte en vrille, quoi. Il a tout le temps un sourire aux lèvres. C'est un gros compétiteur. Il a l'air d'être content d'être dans cette équipe. Donc non, les choses vont bien du côté des Wolves. La chose à surveiller, par contre, c'est du côté du management, parce qu'il y a toujours cette guerre où on ne sait pas qui va être le propriétaire. Il y a du nouveau, justement. Ouais. J'allais ajouter ça. On le sait depuis Avec quelques. Bloomberg. Voilà. Il y a Michael Bloomberg qui s'est ajouté au projet de rachat des actions majoritaires de la franchise, parce que si vous avez suivi ces dernières semaines, Alex Rodriguez et Mark Lork avaient une priorité de rachat des actions de Glenn Taylor, qui est là depuis une éternité dans la franchise. Taylor a cassé l'accord parce qu'il estimait que les paiements n'étaient pas faits au bon moment, n'avaient pas été faits au bon moment. Et donc là, ils ont juste rajouté Michael Bloomberg, qui est la 12e fortune mondiale, l'ancien maire de New York. Fortune estimée à 106 milliards de dollars, je crois. Donc il va venir rajouter un petit peu de monnaie à l'histoire, et ça peut servir d'avoir quelqu'un de très, 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 très riche, parce que ça peut permettre d'avoir des investissements au niveau de la salle. On a vu chez les Clippers, Steve Ballmer arriver une dizaine d'années après, boum, il a envoyé l'Intuit Dome, qui est une des salles les plus incroyables, à mon avis, qu'on n'aura jamais vu dans le sport américain. Et pour plein de trucs, pour la luxury tax, pour tout un tas de choses, ça peut servir d'avoir un mec carré comme ça. Avoir les reins solides, ça peut servir. Et ça montre que si un mec comme ça s'investit là-dedans, c'est que le projet, il est plutôt sur la bonne voie et qu'ils ont été convaincus et convaincants. Tim Connelly est prolongé d'ailleurs avec les Timberwolves en tant que GM. Donc le projet se porte bien. Après, que l'argent a été mis là à un moment, tu l'as dit Antoine, c'est pas eux qui avaient décidé de ce montant-là pour Rudy à la base. Ils ont décidé de faire le trade pour le faire venir. Je trouve que les Wolves en tout cas, ils sont dans une bien meilleure situation que celle que j'imaginais avant le début de la saison. On se disait non, mais ça marchera pas, ils sont payés super cher, il faut absolument qu'il y en ait un qui bouge. Et ils ont quand même encore ce levier-là. Je veux dire, si ça marche pas, bah, tu as le contrat de 4 que tu peux échanger, peut-être Rudy. Tant qu'Anthony Edwards est au cœur du projet. Surtout quand tu as Nasrid derrière, en fait. Tu sais que tu as une. Alors, Nasrid, c'est pas 4. Hein. Il n'a pas le niveau de 4. Il faut quand même rendre hommage à 4. 4 est un meilleur joueur. Towns est un meilleur joueur que Nasrid. Mais tu sais que tu as éventuellement une alternative si tu arrives à trouver d'autres joueurs en échange de 4. Mais bon, je pense comme Théo que ça se fera pas tout de suite. En plus, Nasrid, il est intransférable à vie maintenant. Vu tous les gens qui se sont fait faire des tatouages Nasrid à $20 pendant les playoffs, là, c'est impossible qu'il le laisse partir autre part maintenant. J'avais pas vu ça, c'est vrai. Il y a vraiment ça. T'as pas vu ? Ouais, c'est. ouais, allez regarder Nasrid. Les Américains, ils savent avant de faire un tatouage que c'est permanent. C'est pas dans tous les on états. leur a posé la question parce que franchement, c'est. Oh là là, bref. Allez, question de Quentin à titre informatif, à laquelle je pense qu'on devrait pouvoir répondre relativement rapidement. Bonjour la Team Rivers, merci pour tout le contenu de qualité que vous proposez tous les jours. Au passage, je nous dis qu'en tant que supporter marseillais, il partage l'avis d'Antoine Pimel concernant le président du PSG. Alors, si vous avez suivi la late session en live, vous savez de quoi Quentin veut parler. Sinon, ça a été censuré
honteusement après par YouTube C'est à ou par l'insu de nous, mon plein gré. ou par nous-mêmes autocensurés. Sinon, il dit qu'il a une question en dehors de toute actualité, mais il pense que ça peut intéresser pas mal de personnes. Étant abonné au NBA League Pass, on a accès aux matchs depuis 2013 jusqu'à nos jours, mais où peut-on visionner des matchs plus anciens? Je suis la NBA de près depuis ces années, mais j'aimerais pouvoir visionner les playoffs plus anciens que je n'ai pas eu la chance de voir, ou au moins pouvoir visualiser les finales NBA des saisons précédentes. Est-ce que vous connaissez un site ou un endroit particulier pour trouver ça? Moi, je connais pas particulièrement. Faut chercher sur YouTube. Par contre, parfois, Je, tu as des matchs en intégralité. je Sur crois YouTube, que sur l'application NBA, pour voir la il y a plupart les des anciennes finales, finales. Mais même avant 2013. Hein. Moi, je sais Ouais, que j'avais ouais, regardé ouais. sur l'appli les finales 92, Phoenix-Chicago. Je suis quasi sûr que je l'avais regardé sur l'appli NBA. Mais je Moi crois que aussi, mais je sais plus il si y a pas c'était un tout. truc. Pardon, vas-y Théo. Vas-y, Excuse-moi, vas-y, non, vas-y. Non, vas-y, pardon. Mais je crois qu'il y a pas toutes les années malgré tout. Que c'était genre sur les 20 dernières années ou quelque chose comme ça. Je me rappelle plus précisément. Je sais qu'il me semble que t'avais pas tout, mais effectivement, t'as raison de le dire. Charles, sur le League Pass en lui-même, il y a aussi des matchs d'anthologie et des anciens matchs. Ouais. Ouais, c'est l'appli NBA même, hein, je crois, parce qu'il y a le League Pass qui est, c'est vrai, qui est un truc particulier selon qu'on y va sur desk ou sur portable. Sur l'appli, vraiment, il faudrait que je retrouve ça. Je le mettrai peut-être dans les commentaires, mais il y avait, Je il y sais avait pas une si sorte c'était un truc d'onglet. exceptionnel ou pas en fait. Mm. Ouais. Mais c'était, je sais, moi aussi j'ai regardé, c'était sur League Dans Pass le, ou appli. ouais. Dans le pire des cas, comme tu disais Théo, sur YouTube, tu peux taper Finale NBA 1987 Game 1. Il y a des chances que quelqu'un l'ait uploadé ou que tu aies un long résumé en tout cas. Je sais pas si tu pourras voir vraiment de A à Z, mais parfois pour les finales des années 90, tu as carrément la retransmission télé avec l'intro old school et la musique et tout. Et c'est vachement bien. Moi, je sais qu'il y a pas mal d'années, je m'étais refait beaucoup de finales, beaucoup de matchs des finales comme ça. Donc, à mon avis, tu peux trouver là-dessus. Il y a même des matchs de playoff. Hein. Il n'y a pas que des finales, il y a même Ouais. des matchs de. En fait, il y a même des matchs de saison régulière. Alors, tu pourras évidemment pas retrouver tous les matchs de toutes les saisons, mais des fois, s'il y a un match que tu as vraiment envie de regarder, tu peux taper, je sais pas, Hornets at Bulls avec la date Hornets at Bulls 4 avril 97. Avec un peu de chance, tu peux choper le match. Après, tu fais sélection vidéo longue. Il y a des matchs comme ça. Moi, j'ai regardé des matchs de David Robinson avec Dennis Rodman quand ils jouaient ensemble aux Spurs. J'en ai trouvé plusieurs sur YouTube. Très bien, on espère avoir répondu à ta question. Et en tout cas, bon visionnage si tu arrives à retrouver tout ça, parce que la nostalgie, ça a du bon aussi. Question de Romain ensuite. Romain qui nous dit merci de nous régaler quotidiennement avec vos podcasts de qualité. J'ai une question pro et une question perso pour cette semaine. Question pro, pourriez-vous nous faire votre braquette de ces playoffs si le classement 1-16 avait été respecté, afin de voir s'il y aurait eu énormément de différences versus les conférences, en sachant que ce système est régulièrement remis en cause vu la différence supposée de niveau. Alors, j'ai le classement sous les yeux, donc on va juste peut-être imaginer ce qu'aurait fait un premier tour et voir s'il y a des équipes qui sont allées loin et qui n'y seraient pas allées si on avait fait un format 1 contre 16, 2 contre 15, et vous me direz ce que vous en pensez. Si on prend série par série, on aurait eu un Boston-Miami d'entrée quand même, puisque Boston a fini premier et Miami 16e au bilan. Boston. Donc ça aurait été... Bon voilà, Boston. Hein, Théo, tu as peut-être un avis différent, je sais pas. Et pourtant, j'ai un t-shirt de 8. Boston, sans Jimmy Butler, c'était pas jouable. Sinon, j'aurais été prêt à me battre à main nue, mais non, Boston. Donc la deuxième affiche, Oklahoma City qui a fini deuxième au bilan contre Indiana. Donc on peut supposer que peut-être que les Pacers ne seraient pas allés en finale de conférence. Il n'y avait pas de finale de conférence, du coup, si c'est un tableau intégral, mais ne seraient pas allés aussi loin, je pense, on est d'accord? Ouais. Ouais, on est d'accord. Ouais. Oklahoma City. Ensuite, on aurait eu un Denver-Philadelphie d'entrée. Au premier tour. C'était beau ça pour le. Jokic, tu aurais settle ça. Parce que Denver a fini 3e et Miami 14 et Philadelphie 14e, pardon. Donc il y aurait Denver là. On aurait eu un Clippers-Lakers d'entrée. Ça aurait été sympa aussi. Il aurait été serré celui-là. Ouais. Parce que Kawhi était blessé, on prend en compte avec les blessures et tout. Je pense, si ça avait été si ça avait lieu cette année. Ouais. Il faut. Celui-là, c'est. Celui-là, c'est Lakers serait passé. Hein. Je sais pas. Non, c'est dur. Je pense qu'ils auraient pas eu assez de scoring, je pense, quand même. Mais ça aurait été une belle série, ouais. On n'a toujours pas eu ce derby de Los Angeles, ce derby de Los Angeles en playoff. On l'a toujours pas eu d'ailleurs. Ça aurait été sympa un jour. Ensuite, on aurait eu un Dallas-Orlando. Je pense que mon Magic n'aurait pas non plus passé le premier tour, a priori. Hein.
Ensuite, il reste un New York Knicks Cleveland Cavaliers. Donc, bon, bah, ça, une Ouais, série ça va. qu'on a vu l'année dernière. Ah bah ça, sur cette année, bah tiens, moi je suis intrigué, vous auriez mis qui? J'aurais mis New York, moi. J'aurais mis New York aussi, je pense. Avec l'avantage psychologique de l'année dernière et tout le style de jeu qui convient pas forcément aux Cavs. Ouais, puis au Je pense premier que tour, j'aurais du mis coup, les ils étaient Knicks. encore suffisamment en Ouais. bonne santé. Ouais, j'aurais mis les Ouais. Knicks. Ensuite, on aurait eu un Milwaukee Phoenix. Attends, je regarde si je me suis pas trompé. 4, 5, 6, Ouais. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Non, j'ai bien les 16 équipes. Alors, je sais pas pourquoi il y a une équipe qui colle pas à un moment. J'ai peut-être fait une erreur. Peut-être On fait une erreur recommence. parce que. Ouais, non, mais parce que j'ai bien. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'ai bien 16 équipes. Donc c'est curieux. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Mais parce que là, donc j'ai Milwaukee contre les Quoi, il manque Suns. qui là? Il manquerait qui? Bah, c'est ça qui est bizarre. Parce qu'après, à un moment, sinon, il y a New Orleans qui se retrouve tout seul. Je sais pas. Bon, écoutez, c'est un fiasco de ma part. Mais là, si je m'en tiens, si on fait, je répète, si on fait 1 contre 16, ça fait On Boston-Miami. oublie les Pelicans, ils servent à rien. Allez. 2 contre 15, Indiana. 3 contre 14, Philadelphie. Denver contre Philadelphie. C'est parce que j'ai oublié Minnesota, en fait. C'est pour ça. Ah, Minnesota 4e contre les Lakers. Donc, il n'y aura pas eu de derby. ah, Ah. bon, bah là, du Ce coup, sera coupé Ouais. au montage. déjà. 4e Minnesota Ok. Du coup, contre, les Clippers auraient joué qui? contre les Lakers. Les Clippers auraient joué le Magic. Bon, Donc, ça n'aurait pas changé grand-chose. j'aurais mis Clippers là. J'aurais pour mis le coup. Clippers aussi. Denver aurait joué Cleveland. Mais du coup, Dallas ok. Dallas aurait joué On va jouer Cleveland, pardon, je vais y donc arriver. Dallas. Ok. Voilà. Et les Knicks auraient joué les Suns. Ça aurait été marrant, un Ah. Knicks Suns au premier tour. Oh, Ouais, Knicks. je sais pas. Kevin Durant contre les Knicks, ça aurait été drôle. Je quand même. sais pas. Je sais pas si j'aurais mis les Knicks. Les mecs, ils l'auraient attendu encore. Après, les Knicks, Défensivement, ils auraient pas tenu, je pense. Non, franchement, Knicks moi, en fait, ouais, je pense que. Alors, c'est pas pour les Knicks, je joue pas du tout comme les Wolves, en fait, mais dans la dureté, quand même. Je pense Ouais, qu'ils ils auraient été au même niveau de dureté. Je pense pas que les Suns étaient construits pour gérer ça, quoi. Ouais. Et donc, la dernière affiche aurait été un Milwaukee-New Orleans. Voilà. Sans Zion, ah bah évidemment. oui, mais du coup, Sans Giannis. sans Yanis et sans Lillard, oh là là, la série était C'est pourrie. ça qui sert à rien, en fait. Ouais, grave. Tu dis, Ah oui, ils sont éliminés tous les deux. On laisse les Knicks et les Suns et eux, ils sont éliminés tous les deux. Ah, c'est bon. Voilà, donc ça, voilà à quoi ressembler. C'est un format. Il y a des gens, il y a des partisans de ce format-là qui abolit les conférences. Voilà ce que ça aurait donné. Après, on va pas faire tout le tableau, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir ce que ça donnerait si on abolissait les conférences, vu qu'on parle souvent de la différence de niveau entre les deux conférences. Et ensuite, Romain avait une question perso pour nous. Quel est le MOOC dont vous êtes le plus fier et celui que vous rêveriez de produire? Est-ce que vous avez une réponse à ça? On nous a déjà posé cette question, hein, mais en général, Antoine répond par « je ne sais plus ce qu'on a écrit, je ne sais plus ce que j'ai écrit ». Non, mais là, juste sur la thématique, au-delà des articles, est-ce qu'il y a un MOOC dont vous êtes le plus fier l'un et l'autre? Moi, j'en ai un, c'est le 6, le More Than Ballers. Ouais, More Than Ballers, on a un peu Parce le même, que c'est vraiment celui dont, en fait, je suis fier qu'on l'ait fait parce que c'est une thématique qu'on voulait aborder depuis longtemps, qu'on n'avait pas fait quand on était en magazine parce qu'on se disait, mais si ça marche pas, peut-être que ça va pas intéresser les gens. Et on l'a sorti dans le parfait timing, en fait, parce que c'était dans la foulée du Covid, de tout le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis. C'est un moment où on s'est dit, on sait toujours pas si ça va plaire aux gens ou si ça va vendre, mais c'est le numéro à faire. Et c'est marrant parce qu'on en parlait pour autre chose un petit peu, mais sur ce numéro-là, on avait eu comme rédactrice en chef exceptionnelle Diandra Chachuang, qui s'est super bien prêtée au jeu, quoi. Elle a vraiment joué un rôle limite de rédactrice en chef avec de l'input sur les sujets. Elle a fait une interview de Lilian Thuram hyper intéressante. Donc ouais, je pense que c'est vraiment le numéro dont je suis le plus fier parce que voilà, je pense que c'est un numéro qui méritait d'être fait. On l'a fait au bon moment et le résultat, moi je suis hyper fier des articles de ce numéro. Quand les gens nous disent pourquoi vous parlez de politique ou de société, vous devriez parler de basket,
ce qui est une ineptie. Déjà, ça m'hérisse le poil quand on le dit à des sportifs, mais nous, en tant que journaliste, bah, c'est pareil. On a le droit de s'exprimer sur d'autres sujets. Et je suis hyper fier de ce numéro-là pour toutes ces raisons. Bah, j'ai pas mieux à dire, c'est que pour exactement les mêmes raisons que toi, c'est celui que j'étais excité au moment où il est sorti en me disant est-ce que les gens vont adhérer et tout, et puis on a quand même eu des retours sur des articles en particulier qu'on a écrits dedans. Parce qu'en plus, c'est varié, c'est pas juste, il n'y a pas que des sujets très politiques, hein, il y a aussi sur ce Ouais. que font les joueurs ou les joueuses en dehors des terrains. Et moi, j'ai adoré le faire et j'ai adoré le. En fait, j'aurais adoré le lire. Bah, après, c'est pas pour nous jeter des fleurs, mais je pense que les MOOC qu'on fait, je pense que j'aurais aimé les lire en tant que lecteur sans savoir ce qu'il y avait dedans. Et celui-là encore plus en particulier, quoi. Ouais, je valide aussi. Et est-ce qu'il y rajoute un a. autre. Ouais. Ouais, vas-y. Ouais, Vas-y, j'en rajoute non, un non, autre. vas-y. En fait, je rajoute celui sur Kobe, le 5, qui était juste avant, parce que, a fortiori, parce que moi, j'étais frileux, en fait. J'avais peur qu'on n'ait pas suffisamment de matière à apporter, qu'on soit trop pris par l'émotion du moment. Et au bout du compte, on a vraiment réussi à sortir, je pense, un numéro top sur Kobe en allant chercher des intervenants que les gens avaient jamais entendu parler. Je pense à son kiné personnel, des gens comme ça, où toi, tu as fait une interview de Candace Parker, si je me trompe pas, Ouais. Shai, voilà. Donc vraiment, ça nous a poussé dans nos retranchements parce qu'on s'est dit, faut vraiment qu'on apporte des choses que les gens ne savent pas au sujet de Kobe. Et là, c'est plus sur cet aspect-là, dans le sens où c'est un numéro où on a vraiment dû pousser un peu nos limites, je pense, se bousculer nous-mêmes. Donc c'est pour ça que je suis fier de ce numéro-là, mais pour une raison un peu différente du More Than Ballers. Ouais. Et donc, dans sa deuxième question, est-ce que l'un et l'autre, il y a une thématique un jour que vous rêveriez d'aborder dans un MOOC? Alors, sans dévoiler des plans stratégiques pour pas qu'on nous vole la. des spoilers là. Ah, c'est ça. Ouais. C'est peut-être une tentative d'espionnage Eh, industriel de la part de Romain, mais. je sais pas, non, je sais pas ce qu'on est autorisé à dire, Théo. Parce que je sais, là, Attends, je suis pas le KGB, moi, c'est quoi? non, je pense à un La MOOC police Afrique bureau, un là. jour, ça serait cool. Ouais, bah ça, c'est un des sujets, effectivement, qu'on a en tête depuis longtemps. C'est sur la réalisation que c'est un peu plus complexe, mais ouais. Ouais. Après, moi, honnêtement, le numéro, parce qu'on m'avait posé la question, moi, c'était vraiment le More Than Baller, celui qui me tenait à cœur depuis super longtemps. C'était un petit peu mon numéro rêvé. C'est pas pour dire que j'ai pas d'autres idées ou d'autres envies, mais celui-là, c'était un peu vraiment celui que je rêvais qu'on fasse un jour. Ouais, bon, moi, ça ne surprendra personne, la thématique que j'aimerais un jour faire avant de quitter cette terre, un MOOC, un MOOC sur les Caitlin femmes. Clark. Non, pardon. Non. Sur les femmes. Bah, elle serait dedans, mais un MOOC women, voilà, women basketball, ce serait. Voilà. Ça ne surprendra absolument personne. Question suivante, question de David. Sauf erreur de ma part, aucune équipe classée 9 ou 10 ne s'est qualifiée pour les playoffs. On a compris que la NBA voulait que la fin de saison soit plus compétitive avec l'instauration du play-in, mais au final, ce sont toujours les équipes classées 7 et 8 qui passent en playoff. Donc, est-ce vraiment utile? À force de rajouter toujours des matchs pour gagner plus d'argent, ne perd-on pas de vue le sportif et la santé des joueurs? Moi, j'adore le play-in. Franchement, je trouve que c'est la meilleure évolution de la ligue ces dernières années. Là. Je trouve que ça fait vraiment que jusqu'à la dernière journée du championnat, ça reste passionnant à suivre. Donc rien que pour ça, en fait, mais moi, je suis... Faut se rappeler comment c'était avant. Faut se rappeler comment c'était avant. On Ouais. passait les 15 derniers matchs avec des équipes qui foutaient qui mettaient l'équipe bis, des joueurs qui étaient envoyés. Alors, ça existe toujours encore, hein, des joueurs qui coupent la saison un peu plus tôt, mais c'était vraiment, on se disait tout le temps, mais qu'est-ce que c'est chiant la fin de saison. Enfin, quand les positions sont déjà arrêtées, moi aussi j'aime beaucoup le play-in, le format. De toute façon, le format il est excitant, le barrage en one shot c'est forcément plus excitant, quoi. Parce Je que vais ça juste permet mettre- aussi... Ouais. Pardon, vas-y. Non, Antoine. vas-y, Théo. Non, vas-y. Non, vas-y. ça permet aussi que les équipes qui sont déjà qualifiées, en fait, elles peuvent pas jouer le rôle de se dire... Elles peuvent plus choisir leur adversaire au premier tour, en fait. Et ça aussi, je trouve ça cool, en fait. Parce que ça, j'avais pas pensé au moment où le play-in a été institué. Mais finalement, ça laisse plus d'incertitude jusqu'au dernier moment, même pour ça, quoi. Ouais, moi, juste un petit bémol. Quand il y a plus que X matchs d'écart, Oui. Oui, pas c'est de vrai, play-in. c'est drôle. Parce que là, ça, franchement, tu vois, par exemple, si Miami était passé à la trappe par rapport à Atlanta, je sais pas, parce qu'au moment du play-in, tu as des blessés, alors que Miami a gagné 46 matchs et Atlanta 36, perso, ça me gêne, tu vois. Dans je ce suis cas-là, à d'accord. quoi sert la saison régulière s'il y a 10 victoires d'écart? Là, pour moi, ni Chicago ni Atlanta n'auraient dû jouer le play-in. On aurait dû se retrouver directement avec Philly 7e, Miami 8e. Parce qu'il y avait plus que, je sais pas, on détermine que c'est 5 matchs d'écart, quoi. Alors qu'à l'Ouest, ça avait beaucoup plus de sens parce qu'il y a 3 victoires d'écart entre le 6e et le 10e, quoi. Ouais. Mais sinon, honnêtement, sinon, après, oui, moi, j'aime beaucoup le play-in aussi.
Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi, Antoine. D'ailleurs, si je me trompe pas, la première année où La il y première avait le année, play-in, c'était il y ça. avait Ouais. cette règle-là. Hein, ça, Ouais. Ouais. Et on peut changer d'avis sur le play-in. Hein. Je pense que LeBron James a changé d'avis sur le play-in après avoir demandé à faire virer le mec qui avait inventé le play-in et qui maintenant a quand même passé quelques fois par ce format pour sauver sa saison. Question suivante. Pareil, je pense qu'on peut répondre. Je pense que je vais m'en charger d'ailleurs, vu la question. Bonjour l'équipe, merci pour vos contenus, c'est toujours vraiment top, un plaisir de vous écouter. J'ai la chance d'être à Las Vegas la semaine prochaine et je vais pouvoir en profiter pour voir Las Vegas contre Minnesota en WNBA. Du coup, ma question sera orientée WNBA. À quand un match WNBA à Paris ou à l'international comme en NBA? Est-ce prévu un jour? Alors, je l'appelle de mes voeux. Je l'appelle de mes voeux. cool. C'est pas du tout prévu parce que faut savoir que la WNBA est un stade de développement qui est encore embryonnaire à côté de la NBA, hein, qui a mis du temps aussi à avoir des matchs officiels à l'étranger. Il y a un désir de globalisation, c'est-à-dire qu'il y a déjà des matchs de préparation qui se font au Canada, mais c'est juste à côté, c'est pas en Europe. Je pense qu'ils vont attendre de se développer un peu. Là, il y a une expansion qui arrive avec 2 franchises qui vont rejoindre la ligue. Et à terme, je pense et j'espère que c'est le but. Hein. Il y a eu des tentatives pour jauger un peu l'intérêt. Il y a eu un match universitaire l'année dernière qui a été très confidentiel, mais à Paris, mais pourtant c'était 2 facs. Bah ouais, moi j'ai découvert limite après, quoi. Ouais. Quand c'était en train de se jouer, j'ai découvert, quoi. C'était South Carolina contre Notre-Dame, qui sont 2 des plus grosses facs aux États-Unis. Et donc ils vont jauger un peu l'intérêt. La France fera peut-être partie des pays sélectionnés, mais bon, pour l'instant, non, c'est malheureusement pas du tout prévu. Par contre, tu as beaucoup de chance d'être à Las Vegas et d'aller voir un match de ce niveau-là, parce que les Aces contre les Lynx, c'est quand même du lourd. Je ne sais pas si vous avez un truc à ajouter là-dessus, mais a priori, voilà, pas de match WNBA à Paris ou à l'international pour l'instant, à part au Canada, mais ce sera en pré-saison. Question de Sébastien, qui a envie de parler de LeBron James, parce que on ne parle pas assez de LeBron James. On n'en parle jamais de ce Non, jeune. C'est pas mal ce petit jeune. Question de Sébastien. La retraite de LeBron approche à grands pas. Dans sa tête, il veut toujours être le GOAT par rapport à Jordan. Je n'en sais rien, on imagine. Il a marqué la NBA par sa longévité, ses stats en match, le nombre de points marqués, etc. Mais il lui manque pour être le GOAT des titres NBA. Rejoindre Luka et Kyrie, avec sa sortie médiatique des derniers jours sur sa complicité avec Kyrie, lui permettrait-il d'aller chercher un 5e titre l'année prochaine et serait-il le premier joueur à obtenir un titre NBA avec 4 équipes différentes? Deuxième point, on apprend que Redick est en bonne place pour devenir le prochain entraîneur des Lakers. Bon, ça devait être avant l'annonce autour de l'intérêt pour Dan Hurley. Est-ce que c'est possible, d'après vous, donc, qu'il rejoigne les Dallas Mavericks? Je regarde la suite de sa question, mais non, après, il nous parle un peu de Bronny, de savoir ce que ça implique pour lui par rapport à son père et tout ça. Donc voilà, est-ce que LeBron à Dallas, vous y croyez? Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble envisageable? Non. J'y crois pas. C'est peut-être envisageable, mais moi j'y crois pas des masses. Moi non plus, faudrait qu'ils prennent une pay cut ou faudrait que les Mavericks fassent des trades avant. Alors c'est techniquement possible, hein. Si tu dégages Tim Hardaway Jr., ça enlève quoi, 16 millions. Faut en enlever un autre et bon, c'est compliqué quand même financièrement. Faudrait qu'il fasse un vrai sacrifice. J'y crois pas trop, mais surtout moi je vais réagir à sur le GOAT. Pas sûr que LeBron il ait besoin. Je suis pas sûr que gagner des titres en plus ça suffise. C'est-à-dire que je pense qu'en fait aujourd'hui on a un débat figé sur le GOAT de la même manière qu'en foot on est sur un débat figé sur qui est le meilleur entre Ronaldo et Messi. C'est une question d'appréciation, c'est une question d'époque, c'est une question de sensibilité au final. Il y a des gens qui diront que LeBron James c'est le meilleur joueur de tous les temps et rien ne leur fera changer la vie. Et il y en a qui diront que c'est Michael Jordan et rien ne leur fera changer la vie. LeBron James, il pourrait gagner 2 titres dans les 2 prochaines années. Les fans de Jordan te diront ouais, mais il en a gagné 6 en jouant X finale. Lui, Jordan, il a fait 6 sur 6. Et LeBron, il était plus le meilleur joueur de son équipe sur les 2 derniers titres. Je pense que ça ne change rien. Et je vais rajouter, je pense qu'il n'a même pas besoin de ça en fait pour être considéré comme le GOAT. Parce que comme je l'ai dit, il y a des mecs qui vont te dire que le meilleur joueur de tous les temps, c'est LeBron James pour XXX raisons. Je pense que là, LeBron, il est au stade où ça y est, il a atteint, il ne peut pas faire mieux que tout ce qu'il a fait. Et c'est pour ça que je pense qu'il lui reste plus beaucoup d'années. Et le dernier truc, apparemment, si on se fie à LeBron, le dernier truc, il veut jouer dans la même ligue que son fils. On verra si c'est dans la même équipe que son fils, mais en tout cas, il a l'air de vouloir jouer au moins une année dans la même ligue que son fils et tirer sa révérence derrière. Est-ce que les Mavs ont un pic bien placé pour le drafter éventuellement Bronny? Je ne sais même pas s'ils ont leur propre pic. Je ne pense pas qu'ils aient leur propre
pique les Mavs. Je suis en train de regarder en direct, hein, mais bon, sinon, Je pense globalement, je pas. suis d'accord. Je serais un peu surpris qu'il aille à Dallas. Hein, mais... Après, même sur le fit, je vois pas vraiment. Autant quand il y avait des rumeurs sur LeBron aux Warriors, je voyais bien comment ça pouvait se goupiller. Là, pour le fit, t'as deux joueurs qui sont. Je vais pas dire que Luka Doncic et LeBron James sont le même joueur, mais. Il y a un peu un registre similaire, quoi. C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment qu'il y en ait un qui accepte de complètement changer sa façon de jouer. Tu dis Luka, bah, pourquoi ce serait lui qui change? C'est le plus jeune et c'est le plus fort aujourd'hui, c'est pas à lui de changer. Et LeBron, finalement, la seule fois où on l'a vraiment vu changer, c'était à Miami. Et il a gagné des titres, mais ça lui a pas forcément plu tant que ça. Donc, je vois pas forcément le fit fonctionner, quoi. Les Mavs ont le 60e pick de la prochaine draft. Bon, est-ce que Bronny glissera jusqu'en 60? Donc le dernier spot. Bon, je pense que c'est un long shot. LeBron ailleurs qu'aux Lakers, déjà, c'est peut-être un long shot. Et encore plus à Dallas, à mon avis. On a une question d'Asdin qui est un habitué du CQFR, un habitué des questions, parce qu'il y a souvent des questions pertinentes. Comme cela approche à grands pas, je voulais parler des JO et en particulier de Team USA qu'on nous présente comme imbattable. Quand je compare avec la Redeem Team de 2008, qui a sans doute produit le plus grand match de basket FIBA jamais vu face aux Espagnols, il n'y a pas photo. Il suffit de voir les meneurs et les arrières et tout est dit. La plus grosse différence se situe au poste arrière à mon avis. En 2008, on a 2 des 3 plus grands arrières de l'histoire avec Kobe et D-Wade contre Devin Booker et Anthony Edwards en 2024. Sachant qu'en plus dans le roster, il y a un Kawhi qui a un genou qui ne lui permet plus d'être fiable et un Joel Embiid très handicapé par les blessures, mes questions sont les suivantes. LeBron, tiens encore lui, ne joue-t-il pas sa crédibilité avec cette équipe créée à la manière de Kobe en 2008? Pensez-vous que cette équipe américaine peut vraiment ne pas se faire attraper? Mais qui a dit qu'ils étaient imbattables? Moi, pardon Théo, Moi. du coup, j'enchaîne. Ouais, ok. Vas-y, dis-moi. Ok. Moi, je pense qu'ils vont gagner, mais je pense vraiment pas qu'ils sont imbattables. L'écart, c'est vachement resserré. Par contre, il y a une différence aussi, Asdin. Hein, c'est oui, ok, c'est pas l'équipe de 2008, mais il n'y a pas non plus d'Espagne de 2008 dans le. Je pense que ce qui fait, pour moi, ils peuvent encore gagner, c'est ils ont de la chance d'être dans un bon timing, c'est-à-dire que les Allemands n'ont pas encore assez de super talent, mais ça va venir. Parce qu'ils investissent dedans. Donc les Allemands champions du monde, on pourrait se dire, bon, est-ce qu'ils sont favoris pour les JO? Je pense que non, je pense qu'ils n'ont pas assez de super talents. Il manque encore une ou deux locomotives. Franz Wagner n'est pas encore à ce niveau-là, etc., pour que l'Allemagne vraiment gagne des JO avec une équipe de Team USA aussi forte. Ils sont pile sur la première compète de Wembanyama avec les Bleus et je serais très surpris que Wembanyama, dès sa première compète, il fasse gagner la France. Par contre, si tu me dis la France dans les prochains JO, dans 4 ans, avec Wembanyama, Traoré, Koulibaly, Sarr, Rizaché, les mecs ont joué un Euro, une Coupe du Monde entre-temps, là, c'est autre chose. Là, je te dis, avec les Américains qui sont un peu sur le déclin, là, la France a moyen. La Slovénie, Luka aura joué une finale, il n'est pas encore surparticipé aux JO, c'est quand même limité. La Grèce, pareil, il y a Yanis, mais ça reste, je pense, un peu limité. La Serbie, éventuellement. Canada, bien sûr. Canada est peut-être le plus gros rival des Américains, mais ils ont 2 styles de jeu similaires. Et par contre, je pense que... Alors, les Canadiens ont un meilleur collectif. Donc, on a tous vu ça. Mais j'ai peur qu'avec un style de jeu aussi similaire, plus de talent, ça penche quand même en faveur des Américains. Même si effectivement le collectif canadien pourrait faire la différence. Mais je pense que les Américains vont gagner. Ils sont encore dans la bonne fenêtre. Mais je ne les vois pas comme imbattables. Moi, je les vois imbattables. Sur cette compète-là, je ne dis pas que les autres équipes ne sont pas fortes. Hein, attention. Je ne dis pas qu'ils vont tous gagner de 40 points. Mais vraiment sur cette compétition spécifique avec ce baroud d'honneur de certains des très grands, là, je pense quand même qu'ils seront trop dessus parce qu'ils peuvent se répartir les tâches. Il n'y a pas un mec qui va être obligé de faire la différence. La présence d'Embiid, s'il est bien rétabli, ça change tout parce qu'ils vont enfin avoir un pivot digne de ce nom. Il reste, t'as LeBron, Curry, KD qui n'auront pas besoin de jouer 35-40 minutes. Ils pourront se répartir dans leur rôle respectif. Si Kawhi est bien, il sera là. Il y a Anthony Davis, Jrue Holiday pour défendre sérieusement, Devin Booker, Tatum, Anthony Edwards qui a franchi un cap, Tyrese Haliburton juste pour faire des passes. Enfin, je pense que l'équipe là, comme elle est là, elle est imbattable. Par contre, je souscris à tout ce que tu as dit après sur les prochaines. C'est peut-être la dernière fois que je considère Team USA sous cette version semi-Dream Teamesque imbattable. Ouais. Moi, je pense que je reste sur la même. En fait, c'est probable, mais plus que probable qu'il soit champion, comme tu disais, Antoine. C'est la logique. Ça serait la logique qu'il soit champion.
pour moi, il n'y a plus aucune équipe imbattable dans une compétition internationale. Je vois pas, il y a pas de scénario où je pense qu'il y ait une équipe de Team USA qui puisse se dire, ou qui puisse arriver, on se dit c'est impossible qu'ils perdent. Parce que sur une compétition FIBA, il suffit d'une défaite, il suffit d'un match où tu mets pas tes tirs, il suffit d'un moment où il y a une équipe adverse qui prend feu pendant 3 minutes pour que tu puisses pas revenir. Et moi, je reviens sur 2 éléments qui sont pour moi primordiaux dans la différence entre la NBA et le basket FIBA. C'est le nombre de minutes. En 40 minutes et 48 minutes, c'est pas du tout la même, et le nombre de temps morts. Et pour moi, c'est une différence monstrueuse parce qu'en fait, les plus grandes équipes au niveau FIBA et les meilleurs joueurs au niveau FIBA sont habitués à prendre des décisions en temps réel sans avoir besoin de temps mort, ce qui n'est pas du tout les habitudes de jeu des Américains. Et pour moi, ce sont vraiment 2 éléments des règles qui changent la donne. Et encore une fois, je ne serais pas du tout surpris si Team USA était champion, mais pour moi, ils sont battables. C'est pas du tout impossible que tu te fasses prendre sur un match. Ça, il suffit d'un match. Il suffit même des fois d'un carton. S'ils peuvent se faire prendre contre la France en finale, on prend tout à fait. Moi, je pense juste que... Non, Ouais, mais c'est n'importe quand, intéressant, la n'importe France, quand. parce que regarde, la France, je partage ce que vous dites sur l'évolution de l'équipe de France. Je suis pas sûr qu'on aura forcément la meilleure des équipes de France qu'on ait vu à l'œuvre, mais il y a un joueur qui change la donne quand même. Et en fait, si tu as un joueur qui te pose problème, auquel tu n'arrives pas à t'adapter, et que derrière tu prends un peu la confiance, on l'a vu plein de fois en fait, notamment sur des compétitions FIBA. Je vais pas revenir que là-dessus, mais en 2007, quand la Russie est championne, la Russie, sur le papier, c'est pas du tout la meilleure. Tu dis pas c'est la meilleure équipe du tournoi en fait. Et ils arrivent à faire échouer l'Espagne en finale, qui est l'Espagne qui avait la meilleure équipe largement en fait. Et donc c'est bien la difficulté. Après, je compare pas le niveau de l'équipe d'Espagne en 2007 avec celui de Team USA aux Jeux Olympiques à venir, mais c'est pour montrer la difficulté qu'il y a à gagner une compétition internationale FIBA. Et par contre, voilà, là, je te rejoins Antoine. Effectivement, il n'y a pas une équipe en dehors de Team USA aussi forte que l'Espagne l'était à l'époque, à mon avis. Mais par contre, il y a plusieurs équipes qui peuvent, sur pas un malentendu, mais sur un match un peu hors norme, créer la surprise. Donc, on verra. On verra combien de temps ils auront pour se préparer. On verra quel sera leur roster au bout du compte. Il y a tout ça à prendre en compte. Réponse cet été. Et c'est tout pour moi, messieurs. Voilà les questions. Désolé à tous ceux dont on n'a pas pu poser des questions, mais il y en avait vraiment beaucoup. Et voilà, merci encore. Ouais, l'adresse est cqfr.reverse@gmail.com. J'en profite pour vous rappeler que ce dimanche, vous pouvez retrouver le Hoop Culture. Il y a encore un invité, vraiment un invité de marque. Juste un spoiler, c'est pas quelqu'un de la rédaction. Donc voilà, donc je vous invite à checker ça dimanche matin en ligne sur Basket Session, sur la chaîne YouTube Basket Session. Nous, on se retrouve lundi on sera d'ailleurs encore tous les 3. On aura le CQFR du Game 2 et on se fera sans doute un podcast aussi, si je dis pas de bêtises. Je vous mets Absolument. le fait accompli. On the spot. Donc lundi, on the spot. Donc lundi, voilà, lundi, je risque encore d'avoir des cernes qui arrivent jusqu'à mes dents, mais bon, on verra comment on fait. Je trouverai un moyen. Et écoutez, bon week-end à tous. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, bon week-end.